très fort. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Les commentaires sur l'actualité des marchés américains, comme chaque jour, avec Grégory Volokin, qui est avec nous en duplex depuis New York, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine, Grégory? Est-ce que ce rebond est convaincant? Est-ce que les craintes ont été dissipées? Le marché est rassuré? Ou est-ce que non, les investisseurs restent plus que jamais sur leur garde avec le choc de marché du 5 février, qui n'est pas si lointain non plus, Grégory? Il faut vraiment dire qu'on n'a pas du tout l'impression que les investisseurs restent sur leur garde, quels que soient les discours, parce qu'en fait, comment on voit la confiance des investisseurs, il suffit de regarder le rebond qui est quand même très important, puisque le S&P a regagné 7%. Donc, ce qui est aussi extrêmement fascinant, c'est de voir que si on avait donné comme explication et comme raison de la baisse des indices, c'était certainement un des éléments, la hausse des taux d'intérêt due à l'inflation, on n'avait pas encore vraiment des chiffres d'inflation, alors que là, ces chiffres d'inflation, on les a pratiquement tous les jours sous les yeux. Et je dirais que, par exemple, aujourd'hui, les prix des importations avec une hausse mensuelle de 1%, c'est vraiment de l'inflation. Alors l'inflation importée est un peu différente de l'inflation qui serait due au salaire, par exemple, mais c'est quand même l'inflation. Et le marché ignore totalement ces données. Donc je dirais, il faut croire que cette correction, il y avait beaucoup de raisons, mais il y a eu une sorte de nettoyage, une digestion qui a duré quelques jours. Et quelle est l'ambiance aujourd'hui? L'ambiance, c'est comme si pratiquement rien ne s'était passé il y a une dizaine de jours. Bon, je ne sais pas si ça doit nous rassurer ou nous inquiéter comme ça de voir les investisseurs oublier aussi vite le choc de marché qu'on a quand même commenté. Voilà, faut s'en souvenir, c'était il n'y a pas si longtemps. Bon, ça n'a pas l'air de vous rassurer plus que ça, Grégory, mais vous avez l'habitude des mécanismes de marché. La cupidité est plus difficile à vaincre que la peur. C'est ce qu'écrivent les analystes de Bank of America Merrill Lynch aujourd'hui dans leur note hebdomadaire, Grégory. Et la confiance du consommateur aussi est difficile à vaincre, visiblement, Grégory. Je ne sais pas si l'enquête de l'Université du Michigan tient en compte au moins en partie les secousses de marché, mais oui, puisque c'est une enquête qui ressort pour le mois de février, on a une très nette amélioration de la confiance du consommateur américain. Oui, absolument. Et le consommateur américain, quand même, commence à réaliser que pour beaucoup d'entre eux, ils vont voir des baisses d'impôts, ça c'est certain. Et puis vous avez des signes dans l'économie qui sont quand même très 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 bons. Regardez aujourd'hui, encore une statistique, les chiffres des constructions, des mises en chantier, des permis de construire, extrêmement fort, extrêmement fort. Donc, je dirais, il y a pas de raison vraiment pour le consommateur américain de changer d'opinion. Et c'est assez intéressant de voir justement, comme vous le dites, et vous le soulignez avec raison, que même la baisse du marché qui a été très rapide et très brutale n'a pas l'air de les avoir beaucoup affectés. Alors, est-ce que c'est de la sagesse de leur part ou de l'inconscience? Ça, c'est toujours la grande question philosophique. Oh, mais on laissera chacun juger effectivement de cette situation. Les entreprises, Grégory, parce qu'il y a encore quelques groupes intéressants qui publient leurs résultats aux États-Unis. On parlait de Warren Buffett hier qui renforçait encore sa position dans Apple. Warren Buffett, sa première position, c'est Apple, c'est 30 milliards de dollars investis dans Apple. Il a aussi un autre gros investissement dans Kraft Heinz qu'il a mené avec le fonds brésilien 3G. Et visiblement, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Kraft Heinz dans les résultats là qui sont sanctionnés par le marché. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui chez Kraft Heinz, Grégory? Pour répondre pratiquement avec une boutade, Kraft Heinz, c'est des compagnies qui font de la nourriture. Ce qui leur manque, c'est de la bonne nourriture. Parce que, en fait, le gros problème de Kraft Heinz, c'est que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de la bouffe industrielle. C'est des fromages qui n'ont de fromage que le nom, sous cellophane. C'est très curieux quand on regarde un paquet de fromage de Kraft, on se demande ce que c'est. Le ketchup, c'est très très bon, mais c'est bourré de sucre et de plus en plus, les Américains, quand ils achètent du ketchup, ils regardent des marques que je dirais organiques. Donc en fait, Kraft Heinz, ça va dans le sens de Warren Buffett d'une certaine façon. C'est un peu des compagnies du passé. Alors au début, tout marche très bien quand vous avez ce genre de fusion. Vous avez des coupes de prix car vous licenciez beaucoup de monde au niveau des effectifs. Vous avez beaucoup de redondances qui sont éliminées. Et puis au bout de 2 ans, parce que maintenant ça fait 2 ans, on se rend compte que la croissance organique n'est pas là, que beaucoup de produits sont pas
pas très apprécié du grand public. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours la même chose. Ce qui va se passer de la part de Kraft Heinz, c'est qu'ils vont devoir acheter de la croissance externe. Et je pense que là, le parcours en bourse a été tellement catastrophique pour Kraft Heinz depuis que ces compagnies ont fusionné. C'est pratiquement 30% de baisse que ils vont devoir acheter peut-être une compagnie beaucoup plus porteuse dans le sens de ce que le consommateur de nourriture attend actuellement. Bon, pression donc sur Kraft Heinz, pression du marché pour aller chercher de la croissance. Et visiblement, la croissance, elle n'est pas à l'intérieur de Kraft Heinz aujourd'hui. Elle se trouve peut-être à l'extérieur. En tout cas, via une opération de croissance externe. Le titre Kraft Heinz qui est en baisse de 5% cet après-midi. Coca-Cola qui fait pas grand-chose en bourse, Grégory, mais je crois que les chiffres étaient plutôt pas mauvais. Et puis il y a Deere également dans un secteur complètement différent, puisque là on parle de machines agricoles. Et visiblement, les résultats de Deere sont très très forts cet après-midi, Grégory. Oui, commençons avec Deere, parce que ça, c'est des résultats encourageants, parce que Deere, en fait, c'est un peu le baromètre du monde paysan, si je puis dire, aux États-Unis. C'est le baromètre de l'agriculture. Quand l'agriculture va mal, on coupe les achats de moissonneuses, etc., et Deere souffre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Deere, par exemple, ils annoncent une hausse annuelle des ventes de 23%. C'est extrêmement fort. Alors, est-ce que tout va bien dans l'agriculture? Même pas. Sauf que on est maintenant, depuis des années, justement dans un cycle qui était négatif pour l'agriculture, pendant lequel les agriculteurs ne renouvelaient pratiquement pas leur parc de matériel agricole. Et les choses s'amélioreront un peu, même au niveau fiscal. Ces agriculteurs-là se remettent à acheter chez Deere des tracteurs, des moissonneuses, etc. Donc, pour la compagnie, c'est bien. Et aussi, ça montre en fait que tout est cyclique, que ça soit dans l'agriculture ou ailleurs, et que il suffit de voir à quel moment du cycle on est, peut-être, pour voir si une compagnie, il faut l'investir ou pas. Voilà, un peu simple, mais c'est vrai. Et pour Coca-Cola, je dirais quand même que si leurs résultats sont bons, et ils le sont, il n'y a rien à dire, si on regarde en fait leur activité, c'est pas extraordinaire. Vous avez par exemple le volume des ventes de soda, c'est quand même le Coca-Cola, c'est du soda. Les volumes de vente de Coca-Cola en hausse de 0%, donc il y a pas du tout de croissance. Et la seule chose qui va un peu mieux chez Coca-Cola, c'est justement des jus, des thés et ce genre de boissons. Par contre, la compagnie est très rentable parce qu'en fait, de plus en plus, Coca-Cola, ça devient une boîte de marketing. C'est pas eux qui mettent en bouteille leur soda. Ils utilisent et ils vendent leur formule à ce qu'on appelle des embouteilleurs, si je puis dire. Et ça, c'est une activité en fait qui est légère au niveau industriel et qui permet d'augmenter les marges. Donc pour ça, Coca-Cola s'en sort plutôt bien. Merci beaucoup Grégory pour tous ces éléments. Semaine qui sera été une semaine de rebond. On verra.